Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. Ce matin, j'ai eu l'idée de vous présenter une situation que vous risquez de rencontrer souvent dans votre pratique en reconsolidation thérapeutique de la mémoire, c'est-à-dire des situations dans lesquelles nos patients sont encore exposés à la situation qui déclenche leurs symptômes. Et là, en apparence, ça peut être difficile de trouver comment on va créer un décalage pour déstabiliser l'encodage et favoriser sa réécriture. Et j'ai pensé que pour illustrer ça, je pourrais prendre mon cas à moi. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu en personne, vous savez que je suis de très grande taille. Et comme toutes les personnes de très grande taille, au Québec du moins, c'est très difficile d'arriver dans un endroit et de passer inaperçu parce que la forme de notre corps, qui est hors norme pour l'endroit où je vis, attire l'attention. Pendant mon parcours scolaire, comme beaucoup de personnes, j'ai été victime d'intimidation. Donc, j'ai été affublée de quolibets comme grande girafe, grande jument, etc., etc. On peut imaginer l'imagination des jeunes est débordante sur la question. Et donc, j'ai vécu des situations qui m'ont causé beaucoup d'anxiété, qui m'ont fait vivre de l'impuissance, qui m'ont fait vivre toute une palette d'émotions et qui, évidemment, m'ont exposé à construire des prédictions par rapport à ces situations-là où la forme de mon corps, c'est-à-dire ma taille, attire l'attention de quelqu'un. Et si je me présentais comme patiente avec un problème de type un peu phobie sociale, anxiété, anticipation d'être attaquée ou d'être jugée ou d'être, etc., probablement que ce serait difficile de trouver une situation dans laquelle on est capable de faire ressortir que je serais complètement à l'abri de ces événements-là. Parce que encore aujourd'hui, c'est très, très difficile pour moi de passer une seule semaine en public sans attirer l'attention, sans entendre qu'on chuchote derrière moi, qu'on me pointe du doigt à quelqu'un, ou bien carrément qu'on m'aborde en me demandant combien je mesure, ça c'est un classique, en me demandant ce que j'ai mangé pour être grande comme ça, en me disant c'est donc beau une grande femme en pensant bien faire, mais ce sont des inconnus qui m'abordent comme ça. Donc, la menace, elle est là et elle va rester toujours là à moins de déménager en Norvège ou en Suède ou aux Pays-Bas ou en Belgique, des endroits où mon type de physionomie est beaucoup, beaucoup plus normal, beaucoup, beaucoup plus courant et à ces endroits-là, effectivement, je passe inaperçu. OK? Donc, ma prédiction n'est pas que je vais attirer l'attention et en attirant l'attention sur moi, être exposé à des commentaires désobligeants qui pourraient me faire ressentir de l'inconfort. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça avec ces patients-là qui sont encore exposés aux mêmes situations et qui ne peuvent pas complètement échapper au danger de vivre ce qu'ils ne souhaitent pas vivre de l'extérieur? Et c'est là où on peut regarder au niveau des ressources. Alors, imaginez qu'un thérapeute me plonge en expérientiel et me fasse vraiment habiter ma prédiction selon laquelle si quelqu'un me remarque à cause de ma taille et me fait un commentaire désobligeant, je vais à nouveau me sentir comme une adolescente envahie par ses émotions, que ce soit la colère, que ce soit l'anxiété, que ce soit l'impuissance. OK? Et que je ne vais rien pouvoir faire pour me défendre, que c'est inutile ou que c'est peine perdue ou que je ne serai pas en mesure de le faire. Et si j'habite pleinement cette position-là d'impuissance, d'envahissement, je risque, dans mon cas du moins, de tomber rapidement sur une connaissance contradictoire, c'est-à-dire que dans mon parcours adulte, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme ça. Un jour, j'étais dans un commerce et une dame d'un certain âge, ces situations-là, ironiquement, sont arrivées avec mes pères à l'école, mais arrivent dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie adulte,
beaucoup avec les personnes âgées. Donc, une personne assez âgée à la caisse, devant tout le monde qui attendait, me pointe. « Hey, mon Dieu, que vous êtes grande! Hey, Gisèle, regarde comment elle est grande, elle! » etc. Donc, exactement la situation que je déteste vivre. Mais la fin ne s'est pas passée comme mon modèle problématique de la réalité aurait pu le prédire. Parce que, une fois de retour à mon bureau, dans ce cas-ci, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le gérant du commerce en insistant bien que je ne voulais pas que l'employé ait des problèmes à cause de ça, mais je lui ai expliqué la situation et je lui ai demandé de sensibiliser cet employé-là et peut-être ses autres employés au concept de la différence et que pointer quelqu'un publiquement en attirant l'attention sur sa différence, eh bien, c'est non courtois, ce n'est pas souhaité, etc. Et la personne à qui j'ai parlé a tout à fait compris mon point. Donc, j'ai été entendue. Et donc, la fin de l'histoire s'est déroulée radicalement différemment de la manière dont elle se serait déroulée à l'école, parce qu'à l'époque, maintenant, on est très sensible aux questions d'intimidation, mais à l'époque, l'attitude était plutôt que les enfants avaient besoin de s'endurcir, de trouver des réparties ou de simplement ignorer le comportement. Alors, il ne se passait pas grand-chose, c'était pas surveillé, les personnes en cause n'étaient pas averties. Donc, là, on donnait une fin complètement différente à l'histoire. Donc, si on récapitule, même si au niveau de la menace externe, je serais, et je le suis, encore exposée à rencontrer des personnes qui manquent d'inhibition ou qui peuvent avoir des commentaires carrément désobligeants ou intrusifs, je peux quand même, comme thérapeute, créer des décalages au niveau de la menace interne, c'est-à-dire est-ce que l'ampleur de ma réaction émotionnelle est exactement la même que celle que je ressentais adolescente. Donc, on peut créer une première partie de décalage à cet endroit-là, puis ensuite, on peut décaler au niveau des ressources externes. Dans le cas de mon exemple contradictoire, eh bien, j'avais présence d'une ressource externe, ce gérant-là, qui est une figure d'autorité et qui a pris action pour ma défense. Et pour m'aider dans ma démarche, dans mon besoin d'être reconnue dans mes droits de respect, etc., dans ma différence. Et puis, j'avais la ressource interne cette fois-ci de pouvoir me mobiliser vers la bonne ressource, vers une action concrète pour me protéger et ne pas rester dans l'impuissance dans une situation comme celle-là. Alors, même si au niveau de la menace externe, les choses n'ont pas changé, au niveau de la menace interne, ma réaction interoceptive, mes émotions, etc. Ça pourrait être mes pensées aussi. Donc, il y a toutes sortes d'endroits où on peut créer un décalage. Puis, au niveau de la présence de ressources externes et de l'apparition dans mon parcours de ressources internes. Si ces ressources-là sont absentes chez vos patients, c'est là que c'est le moment de les construire avec divers outils, en créant volontairement certaines expériences pour expérimenter des choses, prendre de l'assurance, développer les ressources nécessaires pour donner une autre fin à l'histoire ou pour changer des paramètres dans la situation pour qu'elle ne déclenche plus le même niveau d'anticipation d'une pire souffrance. Une situation comme celle-là pourrait aussi demander un certain travail de deuil. Donc, peut-être que si j'ai beaucoup souffert de cette pire souffrance-là, de l'intimidation et de l'impuissance pendant mon adolescence, peut-être que j'en suis venue à fantasmer ou à rêver d'une vie dans laquelle les gens seraient courtois, émotionnellement intelligents, capables de prendre du recul et de détecter que ça risque de faire vivre de l'inconfort à l'autre, que de se comporter comme ça, et puis d'inhiber leur envie de passer un commentaire, chuchoter, pointer, poser des questions intrusives, etc.
Et donc, je vais avoir besoin de réaliser que c'est impossible de vivre dans un monde comme ça. Ça pourrait être fait, par exemple, à une simple déclaration ouverte. Donc, on pourrait prendre un exemple récent dans lequel, typiquement dans mon cas, une personne âgée d'un certain âge passe un commentaire et puis de lui déclarer je veux vivre dans un monde où tout le monde serait capable de, etc., etc., puis de voir que malheureusement, c'est impossible, puis d'être accompagné dans les émotions liées au deuil de ce qui maintenant serait réalisé comme étant inatteignable. Alors, tout ça peut faire partie du tableau, mais ça permet de nous dépanner quand, effectivement, on voit qu'une personne évolue encore dans un environnement où il n'y a pas une illusion de menace. La menace, elle est réellement présente. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette menace externe qui reste dans les possibilités? Eh bien, on peut, si la personne a de la difficulté à bien s'apaiser ou bien vivre en harmonie avec la présence de cette menace externe, eh bien, on peut guider un exercice expérientiel d'intégration dans lequel on va vraiment lui faire ressentir, percevoir la réalité selon une carte cognitive ou un modèle de la réalité plus complexe dans lequel, oui, il y a cette menace-là, mais on la met en relation avec la présence d'une ressource interne, ensuite peut-être d'une ressource externe, etc., etc., jusqu'à ce que la carte plus intégrée, plus complexe de la réalité puisse être bien ressentie. Et là, à ce moment-là, en intégrant toutes ces facettes-là de la réalité beaucoup plus complexes, on peut créer un apaisement et un système nerveux qui va être plus fort pour vivre dans cette réalité-là telle qu'elle est, c'est-à-dire dans un cas de figure comme celui-là, une réalité dans laquelle, oui, il y a des personnes qui peuvent être intrusives, qui peuvent être inappropriées, qui peuvent nous juger, et c'est aussi vrai que X, Y, Z. En espérant que ça vous aide, je vous souhaite une excellente pratique. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. À bientôt!